sais pas pour combien de temps on est là, mais on va essayer de passer un bon moment et de profiter tous ensemble. Donc j'espère que le concept vous plaira. Je regarde un peu. Hein. Oui, je vais devoir le faire une troisième fois en direct parce que le son de mon micro est toujours trop bas. Ok. Donc là, Chris dit que c'est bon. Donc dites-moi, est-ce que c'est assez fort? Est-ce que vous m'entendez? Non, on n'entend pas sa voix. Ça dit toujours pas. Ça avait l'air pourtant pertinent ce qu'il disait. Ah, c'est bon. Alors, il y a Lady qui dit c'est bon. Ah, enfin. Bon. Donc, ça a l'air de fonctionner cette fois. Ouais, on dit. Oui, oui, bon. Petite bourde, c'est pas très grave. Ok. Donc, je vais représenter une troisième fois le concept. Donc, c'est un live chill. On va être là pour un petit moment ensemble, tranquille. Il y a plusieurs activités prévues. Donc d'abord un quiz, parce que je sais que vous aimez bien les quiz. Donc je vais poser la question, vous allez répondre dans le chat et ensuite je donnerai la réponse avec pourquoi pas un peu d'explication autour. Ensuite, un petit point sur les derniers changements de règles de Warhammer, parce que ça peut en intéresser certains, surtout sur les règles d'armée. Ensuite, j'ai prévu un unboxing. Donc on va déballer une boîte et puis voir ce qu'elle contient et s'amuser à le monter. Ensuite, on passera sur une autre partie de l'émission qui sera dédiée à la peinture, où j'en profiterai pour vous montrer un peu mes astuces. Oui, oui, c'est pas les mêmes réglages, donc c'est un. Le décor, c'est un vrai atelier, hein, je vous assure. J'ai un super atelier derrière. C'est une autre partie du vaisseau encore que vous n'aviez pas vue. Donc si c'est bon, si vous m'entendez bien, si tout est bon, si... Ça a l'air bon, ouais. ouais. Donc j'espère que le programme vous plaira. Je montre le décor. Ouais. Chris monte le décor, donc vous pouvez voir. Je bois un coup parce qu'il fait soif. On commence par les news peut-être. Alors je vais peut-être... alors, on pourrait faire un tour de ton atelier, qu'on voit un peu l'envers du décor. Bah, ça va être compliqué. On peut le voir que dans ce sens-là, l'atelier, d'accord? Non, mais bien sûr, c'était une plaisanterie. C'est vraiment, c'est du fond vert et un décor virtuel créé par Chris. Ce n'est pas un vrai atelier, hein. Donc on va peut-être commencer par les news de règles et ensuite on passera au quiz. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans le chat dans quel sens vous préférez. Alors, le Sweet Necron égale Unboxing Necron, c'est pas forcément vrai, ça, hein, Romain. C'est un peu du troll. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire si vous préférez d'abord le quiz ou d'abord les règles. Parce on est vraiment là pour être chill, donc je peux adapter le programme par rapport à ça. Je ne sais pas de combien de temps... Oh, ça va, le décalage n'a pas l'air énorme, donc ça devrait aller.
Bon, vous n'avez pas l'air d'avoir de préférence par rapport au planning, donc je vais commencer. Ah bah voilà, il y a un sondage, parfait. Donc on va vous laisser un peu voter. Oui, c'est ça, Romain. Peut-être qu'on n'est pas assez nombreux pour le quiz, mais bon, c'est à voir. Et bien sûr, si ce concept de live vous plaît, on peut faire ça tous les mercredis, à peu près à la même heure. Ouais, ils te font coucou Chris dans le chat. Donc pour l'unboxing de tout à l'heure, c'est la suite de l'abonnement Salvat Warhammer. Donc à mon avis, ça contient que des tyrannides et des Space Marines, hein, Romain. Il n'y aura pas de Necron pour cette fois. Et je ne suis moi-même pas au courant de ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait cette fois. Donc ça peut être assez sympa. Et je vois qu'on ne l'a pas vu à cause du sondage. C'est pas grave, je le remontrerai tout à l'heure. Bon, il y a 70% qui votent pour les règles, donc on peut mettre un terme au sondage là. Et je vais commencer à vous expliquer basiquement quels sont les derniers changements. Donc il va falloir que je regarde mes notes. Donc alors, il y a la dernière plaque de données d'équilibrage qui est sortie sur Warhammer Community. Et on peut voir du coup toutes les modifications, donc elles sont assez avancées, donc c'est intéressant de regarder, de regarder ces factions pour savoir vraiment ce qui a changé. Là, je vais faire un résumé des plus gros changements, en quelque sorte. Ça va être un moment un peu technique, donc ça peut être sympa aussi. Alors, je commence donc les changements d'équilibrage pour les sœurs de bataille. Donc, à cause des modifications récentes, elles avaient été trop affaiblies et elles ne disposaient plus de l'acte de foi qui leur permettait d'obtenir un dé de miracle. Donc, un dé de miracle, il me semble que c'est une règle qui permet d'accomplir certaines actions en utilisant justement ce dé de miracle et on l'obtient sous certaines conditions. Et Games Workshop a décidé de rétablir le fonctionnement antérieur de ce dé, de cet acte de foi, qui permet d'obtenir un dé de miracle à chaque unité détruite. Donc en gros, tu élimines une escouade de Repentia, par exemple, et tu te retrouves, et du coup le joueur sœur du silence, sœur de bataille, se retrouve avec un dé de miracle et peut accomplir une action, un acte de foi grâce à ça. Et c'est vraiment très important pour les sorts de bataille, ce genre de mécanique. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont rétabli. Pour les custodes, comme on a pu voir dans les lives, il y a quelques lives de ça, il y a quelques semaines, les custodes ont un petit problème d'équilibrage en ce moment. C'est que les unités de base sont trop chères en valeur de points. Donc quand tu construis une armée, tu te retrouves dans la situation où ton adversaire, avec autant de points, se retrouve avec plus de troupes et parfois plus fortes. Donc les custodes sont très forts en soi, mais ils sont un poil trop coûteux, ce qui fait que ça les met en désavantage quand l'adversaire peut placer 2 unités contre une. Donc le coût des gardes custodiens du capitaine rempart ont été diminués. Donc c'est ceux que Greg utilise, c'est son unité principale. Ainsi que les personnages Valérian et Aleia ont aussi reçu une diminution de leur coût en points pour pouvoir les jouer plus facilement. Alors, je regarde vite fait les commentaires. Oui, il y a un abonnement avec les boîtes Dynastar, oui.
Alors, par contre, pour les custodes, il y a eu il y a eu une augmentation de points de certaines figurines, comme le champion des lames, les Custodians Warden, le vénérable Contendor Dreadnought et le Telemon Dreadnought. Donc ceux-là, c'est des plus grosses unités qui coûteront, eux, plus cher qu'avant. Donc c'est un petit équilibrage, moins cher pour les unités de base, plus cher pour les unités d'élite. Donc ça peut être intéressant. Alors l'Adeptus Mechanicus, je sais que ça peut en intéresser certains. Les points de Belisarius Cawl, donc le chef de guerre de l'Adeptus Mechanicus, et des technoprêtres Dominus ont été diminués afin qu'on puisse plus facilement les ajouter dans une armée. Donc ce sera plus pratique pour créer une armée et les placer, parce que quand tu sors de grosses unités ou des unités un peu complexes, quand elles ont une trop grande valeur en points, en fait, ça peut devenir très vite difficile parce qu'il faut sacrifier trop d'infanterie ou trop d'autres choses pour pouvoir les placer. Donc, en diminuant un peu les points, ça facilite tout ça. Chez les Eldari, la compétence d'Azurmen, la main d'Azurian a été nerfée, donc la compétence a été modifiée et maintenant elle ne dispose que d'anti-infanterie 5+. Donc ça veut dire qu'après avoir réussi le jet de touche, contre de l'infanterie, sur un 5 ou plus, ça touche automatiquement. Donc il n'y a même pas besoin de comparer la force et l'endurance. Alors, l'Astra Militarum, il y a beaucoup de changements. Donc avant de passer dessus, je vais regarder ce que vous en pensez dans le chat. Alors, il y a Rufa qui dit « Salut monsieur, juste un petit message pour vous dire que j'adore vos rapports de bataille et les effets spéciaux. Cependant, le petit niveau peinture gâche un peu l'effet magique de vos zooms. » Oh, bah écoute, on essaie de faire de notre mieux et on va s'améliorer. Merci AC qui dit bon courage, vraiment ça fait plaisir, merci. Ah oui, il y a Gérard Didley dans le chat qui dit qu'il est un vieux de la vieille qui a joué à 40K à l'époque de la V3. Donc c'était il y a très longtemps. La V3, c'est quoi? C'est 2001? Dans ces eaux-là, non? Et qui jouait à l'époque avec les figurines en métal. Ah oui, sur une tige plastique. Oui, c'est compliqué. Bref, projet très prometteur. Bah, merci, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Alors, je vais reprendre mes notes. Donc, c'est un résumé, hein, ce n'est pas forcément exhaustif, il n'y a pas tous les détails. Alors, la mine télécommandée des sapeurs de Krieg a été nerfée. Donc, les blessures mortelles qu'elle inflige ne sont plus que d'un des 3 pour l'harmoniser avec les autres armes du même genre. Il y a aussi des règles de détachement qui ont été changées avec le détachement frappe tête de pont. Donc, vu qu'il est très fort, Games Workshop, dans la méta, Games Workshop a décidé d'augmenter la valeur des points des unités qui y sont associées. Donc, ce qui fait que quand on choisit ce détachement, ces règles de détachement, certaines figurines reçoivent des bonus et ces bonus, du coup, vaudront plus de points pour l'unité. Donc, il faut bien réfléchir à ça lorsqu'on veut choisir son détachement et son déploiement d'unité. Donc, ensuite, il y a la règle nettoyage de la zone de feu, qui est un stratagème, peut-être, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas dans mes notes, ça, qui augmente désormais le jet de touche, donc le premier jet au combat, de 1. Donc c'est-à-dire que si tu fais un 4, ça devient un 5, si tu fais un 5, ça devient un 6, et si tu faisais un 1, ça devient un 2, par exemple. Et avant, ça appliquait cet effet sur les blessures. Donc ce n'est pas la même mécanique, ça peut être avantageux pour certaines unités, comme ça peut être désavantageux pour d'autres. Ensuite, les fils de Tempestus, leur compétence principale change. Maintenant, ils obtiennent relance de jet de blessure, ce n'était pas le cas avant. Et le stratagème Tyran sur chauffe,
qui est très très fort actuellement dans la méta, a été modifié. Et maintenant, il coûtera plus de points de commandement. Alors, j'ai des informations sur les orques, je vais regarder, Romain. Alors, les orques, c'est en dernier. Il y a des petites modifications. Ce n'est pas, je vous répète, parce que ce n'est pas une review exhaustive des règles. Si vous voulez vraiment que à chaque live, on voit un peu les règles d'une armée en détail et les modifications qui y sont apportées, on fera on fera un sondage pour savoir si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, c'est une review générique pour que tout le monde y trouve un peu son compte. Donc, chez les Space Marines, l'équilibrage qu'a fait Games Workshop est leur plaît apparemment. À quelques détails près, par exemple, des chapitres qui ne respectent pas le codex Astartes, donc parmi lesquels, par exemple, les Space Wolves, les Dark Angels, les Black Templars et peut-être d'autres que j'oublie, pouvaient plus ou moins contourner les règles pour obtenir les bonus de serment de l'instant et autres liés au détachement Space Marines qui respectent le codex. Donc ça a été changé. Maintenant, ça ne fonctionnera qu'avec les détachements Space Marines présents dans le codex Space Marines afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contournement de règles de ce genre. Alors, avec Uriel Ventris, donc, qui est un personnage qui peut donner frappe en profondeur à son unité. Maintenant, seules les unités Phobos, Tacticus et Gravis pourront en bénéficier. Donc c'est des Space Marines avec des armures spécifiques. Donc par exemple, Uriel Ventris ne donnera pas frappe en profondeur à un Terminator ou à un intercessor Space Marine en armure standard, par exemple. Il y a eu des précisions qui ont été rajoutées sur la règle dispersion stratégique pour le lieutenant en armure Phobos, justement. Parce qu'avant, cette règle leur permettait de tirer, puis de se déplacer, et certains utilisaient ce déplacement pour charger. Donc, ça a été précisé, on ne peut pas charger en utilisant cette règle. Donc, c'est une petite précision, mais ça peut avoir son importance, parce que si tu as tiré et que tu t'es déplacé après ton mouvement et qu'ensuite tu charges, ça peut altérer le... ce n'est pas comme ça qu'avait été prévue la figurine. Alors, je continue mes notes. Enfin, le stratagème insaisissable comme le vent permettait de cibler beaucoup trop d'unités, donc ils l'ont vraiment restreint et ils l'ont lié aux mots-clés infanterie et cavalerie, afin de s'assurer que seules les unités qui sont prévues pour puissent en bénéficier. Donc c'est tout pour l'Imperium. Maintenant, on va passer à quelques informations sur l'ennemi de l'Imperium, donc les démons du chaos. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle boîte de Space Marine du chaos qui est sortie pour les Emperor's Children, et de nouvelles règles qui y sont ajoutées, donc la nouvelle Légion de l'excès, qui est redoutable, apparemment. Mais Games Workshop a prévu quelques ajustements, parce que comme ce sont de nouvelles règles, forcément, il faut faire quelques adaptations. Donc, par exemple, la règle de détachement manœuvre de séduction permet de relancer le jet de touche et de relancer le jet de touche de 1, c'est-à-dire que... Non, le jet de blessure de 1, c'est-à-dire que si on fait son jet de touche et qu'on le rate, on peut le relancer, et si ensuite, quand on est au jet de blessure, ça fait un 1, on peut relancer ce 1. Voilà. Cette règle est maintenant conditionnée à ce que l'unité soit dans l'ombre du chaos, qui est une règle spécifique aux créatures du chaos. Ensuite, le stratagème voleur de douleur, qui permet de transférer les dégâts subis par une unité vers une autre,
ne fonctionne plus comme avant. Avant, c'était imprécis et donc ça permettait de transférer les dégâts d'une unité à une autre, euh, même sans que ces unités se voient. Maintenant, ces unités doivent savoir l'une l'autre en champ de vision. Enfin, la partie ébranlement du stratagème excès irrésistible a été retirée. Donc, donc lorsqu'on lançait le stratagème excès irrésistible, il fallait faire un test d'ébranlement et alors on appliquait un malus s'il était raté. Maintenant, le malus s'applique automatiquement. En contrepartie, on peut utiliser ce stratagème pendant les phases de tir et de combat. Et enfin, les orques. Les unités casse-tank peuvent désormais utiliser leur aptitude Squeak Bomb une seule à la fois. Donc, ce n'est pas possible de l'utiliser de multiples fois dans un seul tour. Et doivent avoir leur ennemi forcément en ligne de vue. Et c'est à peu près tout pour cette fois. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse, ce genre de review de règles. Et dans ce cas-là, on en fera plus à l'avenir, peut-être plus détaillé sur une faction spécifique à chaque fois. Et je pense que ça peut être très intéressant. Je regarde le chat un peu, ce que vous en pensez. Ok. Est-ce que vous pensez que ce sont de bonnes modifs? Donc répondez dans le sondage. Et ensuite, on pourra peut-être passer au quiz. Après, là, pour y répondre, il faut être un peu renseigné. Donc, vous pouvez toujours cocher l'option pas d'avis si vous ne savez pas forcément à quoi font référence toutes ces règles, ce qui est largement compréhensible. Pour ma part, j'ai vu quelques bonnes modifications qui ont l'air intéressantes et qui ont l'air de vraiment équilibrer le truc, notamment pour les Custodes et les Space Marines, ça a l'air intelligent. Donc, moi, je vais voter oui. Oui, The Silent King. Pour ceux qui veulent plus de détails là-dessus, vous pouvez aller sur Warhammer Community. Par contre, c'est un sacré pavé. Il faut se le goinfrer quand même. Donc ça peut peut-être être sympa qu'on se le review ensemble et je pourrais faire des recherches plus approfondies pour vous expliquer le fonctionnement de chaque règle, etc., qui ont été modifiées. Ça pourrait être un concept intéressant. Donc dites-moi si ça vous intéresse, ça. Et on va pouvoir passer à la partie quiz. Donc je vais vous poser une question. Ça va apparaître à l'écran normalement. Donc est-ce que Chris est prêt à la régie? Ok, il me fait oui. Donc parfait, donc on va pouvoir commencer avec la première question qui est... Alors, il faut que je la retrouve, la question... Ok, et Chris va afficher la première question à l'écran et je vais vous la lire. Ce sera plus pratique que si je cherche dans mes notes. Oui, bah c'est exactement ça, Robin, en fait. C'est vraiment une patch note. C'est vraiment ça, et c'est un peu complexe à interpréter parfois quand on ne connaît pas tous les détails. Bon, alors le quiz commence. Quel primarque a été enfermé dans le royaume du chaos? Alors, réponse A, Lorgar. Réponse B, Fulgrim. Réponse C, Perturabo. Donc, à vous de répondre dans le chat.
Alors, je vois qu'il y a beaucoup de B dans le chat. Donc alors, est-ce que c'est la bonne réponse? On va voir ça. Alors, je check vite fait mes notes pour être sûr de ne pas me tromper. Ah, ça change d'avis dans le, non, ça change d'avis dans le chat, donc attention, je vous laisse encore 10 secondes. Allez, la bonne réponse, c'était la A. En effet, après sa défaite face à l'empereur, Lorgar a été grandement affaibli et vu qu'il s'était transformé lui-même en démon, il s'est retrouvé confiné dans les royaumes du chaos. C'est pas exactement la même chose pour Fulgrim qui, lui, a choisi de retourner dans le chaos et d'y demeurer pour des raisons indéterminées et pour un certain temps. Pour Lorgar, c'est vraiment sa défaite et il a été obligé de réassembler ses forces pour pouvoir revenir. Vraiment, c'est l'une de ses plus cuisantes défaites, en réalité, malgré la puissance que lui ont donnée les dieux du chaos. Donc, ceux qui avaient répondu B avaient hélas tort, c'était la réponse A, Lorgar. Donc, peut-être deuxième question. D'abord, on va peut-être entrer un peu plus dans les détails par rapport à ça. C'est vrai que je me rends compte maintenant que la question peut un peu prêter à confusion quand même. Parce que techniquement, Fulgrim aussi s'est retrouvé exilé dans le chaos, mais pas de la même façon que Lorgar. En fait, Lorgar a été en quelque sorte pendant très longtemps confiné au royaume du chaos, là où Fulgrim y était principalement pour se livrer à tous les excès. C'était pas vraiment qu'il ne pouvait pas revenir, c'était vraiment une volonté de. C'était une volonté de s'amuser plutôt. Ok, on passe sur la deuxième question. Donc, quelle est la race la plus ancienne de la galaxie? Donc, A, les Eldar, B, les Nécrons ou C, les Cthans. Alors, pareil, je vous laisse un certain temps. Il y a beaucoup de C dans le chat. Il y en a quelques-uns qui disent B. Voyons voir. Je vous laisse encore 15 secondes pour répondre. Attention. Tic-tac, tic-tac. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse, c'était les Cthans. Les Cthans sont apparus selon les croyances. Les Cthans sont apparus en même temps que l'univers matériel en réalité. Ce sont en quelque sorte des incarnations même de la matière qui auraient pris conscience. On les appelle aussi les dieux des étoiles. Et ils sont vraiment les tout premiers à avoir arpenté la galaxie. À l'époque, ils ont affronté les anciens, l'une des toutes premières civilisations de la galaxie, et ont été défaits, et ils en ont gardé une très grande rancœur. Ce qui a fait que lorsque les Nécrontyres, les ancêtres des Nécrons, ont eux aussi essuyé une grande défaite face aux anciens et se sont retrouvés confinés à leur propre système solaire et humiliés, les Cthans ont saisi l'occasion pour se rapprocher d'eux et leur ont promis une solution pour
atteindre l'immortalité en les transformant en nécrons, justement. Les Cthans sont des créatures vraiment redoutables et ont été... à cause de ça, les nécrons ont fini par les... on pourrait dire démembrés, même si ce n'est techniquement pas le vrai terme, ils ont été divisés en fragments, en échardes Cthans, justement. C'est ça qu'on a dans le jeu, ce sont les échardes Cthans, donc des sortes de fragments de Cthans, qui sont une fraction infime de la puissance d'un vrai Cthans, et divisés, utilisés même comme source d'alimentation pour certains véhicules ou comme arme de destruction massive par exemple, ou même parfois relâchés sur le champ de bataille sous contrôle des nécrons. Alors oui, quelque part, The Silent King, les nécrons sont les descendants des nécrontyres en quelque sorte. Et oui, les Cthans ont menti aux nécrontyres en leur en omettant de leur dire qu'ils perdraient tout libre arbitre et en implémentant des protocoles de contrôle pour les manipuler comme des pantins. Et c'est à la fin de la guerre que les nécrons ont réussi à ourdir un plan pour se libérer, justement. Oui, Romain, en réalité, les Cthans, à la base, avaient une forme d'énergie pure, et lorsqu'ils sont entrés en contact avec les nécrontyres, ceux-ci leur ont offert en quelque sorte des corps en nécroderme afin qu'ils puissent s'incarner dans le monde physique. Parce que sinon, ils n'étaient constitués que d'énergie pure et c'est assez difficile d'agir. Alors, je ne suis... Alors, on passe au quiz suivant peut-être ? Le quiz numéro 3, voyons voir ce que c'est. Alors j'ai l'impression que j'ai un décalage, je vais peut-être rafraîchir le stream. Hop. Et voilà. Quel est l'objectif final des Nécrons? Donc A, restaurer leur empire galactique. B, devenir des dieux du Warp. Ou C, détruire tous les êtres biologiques. Alors, The Silent King qui dit que c'est facile, on verra, on verra. Alors, il y a beaucoup de réponses C pour l'instant. Alors, cette question n'est peut-être pas aussi évidente qu'il n'y paraît. Il y a Romain qui dit A. Bon, allez, encore 20 secondes. Je crois que j'ai cogné quelque chose. 10 secondes. Ah, ça commence à balancer du A dans le chat. Et la bonne réponse était le A. Restaurer leur empire galactique. Pour certains Nécrons, leur corps immortel est vu comme une sorte de malédiction, et donc certains espèrent redevenir mortels, d'autres pris de folie et d'une haine viscérale de ce qui est vivant, désirent détruire tous les êtres biologiques, mais il y a un point commun sur lequel tous les Nécrons s'accordent, c'est la restauration de leur empire. C'est vraiment l'objectif de tous les Nécrons, c'est ça. Les autres objectifs varient en fonction des individus, mais il n'y a aucun Nécron qui ne souhaite pas rétablir l'empire nécrontine. Alors si, Benoît Davier, qui demande, mais ils n'espèrent pas secrètement retrouver une forme physique aussi, il y a certains Nécrons qui œuvrent pour essayer de retrouver un corps mortel, mais ce n'est pas le cas de tous les Nécrons.
Et oui, The Silent King, les Nécrons vouent une haine à tous les êtres vivants. C'est une sorte de jalousie, en fait, qui était présent déjà à l'origine des Nécrons, alors qu'ils n'étaient que des Nécrontyres, parce que leur monde natal, en fait, était extrêmement nocif pour eux. Ils avaient des problèmes de dégénérescence, etc., qui faisaient qu'ils avaient une espérance de vie très courte, d'environ 30 ans à peu près. Et leur objectif a très longtemps été de se soigner, justement. Et quand ils ont rencontré les anciens, ils ont découvert que les anciens avaient une technologie qui leur permettrait de sauver les Nécrontyres de leurs conditions de mortalité. Mais les anciens méfiants ont refusé de les libérer de leurs limitations biologiques, en quelque sorte, des limitations que leur avait imposées la nature. Et foudrage, les Nécrontyres ont attaqué les anciens, se sont fait botter le cul, et c'est comme ça que les Cthans ont été amenés à rencontrer les Nécrontyres. Et en même temps, ils leur ont promis l'immortalité que les anciens leur avaient refusée. Ils ne s'attendaient juste pas à devenir des machines insensibles. Autre quiz, c'est parti. Alors, il y a le sondage qui est terminé. Vous trouvez que, que les modifications ont été bonnes à 57%, 36% n'ont pas d'avis et 5% n'aiment pas du tout les modifications apportées par Games Workshop aux règles. Ça. Alors, quel primarque loyaliste est encore en vie parmi ceux-là? Donc A. Rogaldorn, B. Vulcan, C. Roboute Guilliman. Donc si vous avez suivi les émissions, ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais répondez bien quand même dans le chat. Attention, il y en a qui ne sont pas forcément au courant. Donc, pour l'instant, sa réponse c'est... Ouais, sa réponse c'est dans le chat. Allez, encore 30 secondes. « 15 secondes. Alors, sa réponse c'est... Alors, ça dit B et C. Il faut choisir. Bon, la réponse est Roboute Guilliman. Alors, Roboute Guilliman a été grièvement blessé par Fulgrim après les Résidorus et a été placé en stase afin de le préserver d'une blessure mortelle à la gorge, il me semble. Et il aura fallu tout le savoir du Mechanicus et un coup de pouce des Xenos Eldari pour le ramener à la vie grâce à l'armure du destin. Pour Vulcan, donc j'en ai vu dans le chat qui disait Vulcan parce qu'il est immortel. Alors, techniquement, c'est vrai, mais actuellement, Vulcan n'est plus présent en l'an 40 000 dans le lore. Il n'agit pas, donc est-ce qu'il est encore vivant? On ne le sait pas. Ça a beau être un perpétuel, on n'a pas plus d'informations dessus. Et Rogaldorn, c'est la même chose. Il a disparu après les Résidorus et on ne sait pas
ce qu'il est devenu, même si Konrad Curze, un autre primarque, le primarque des Night Lords, avait eu une vision où il le voyait mourir, et jusqu'à présent, ces visions se sont toutes réalisées, donc on peut légitimement supposer qu'il est mort. C'est vrai que Dorn, on n'a que sa main et pas son corps, mais ça fait partie des mystères. Mais peut-être que Games Workshop nous réserve une surprise et fera revenir Rogal Dorn après avoir fait revenir Roboute Guilliman et comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. Le primarque des Dark Angels. Lion L. Johnson, voilà, c'est ça. Lion L. Johnson. Donc c'est tout pour la partie quiz. J'espère que ça vous aura intéressé. Maintenant, on va passer sur une autre partie de l'émission qui va être l'unboxing. Alors, dans le lore, tous les primarques loyalistes sont disparus aux morts, sauf Guilliman et récemment Lion L. Johnson, qui est lui aussi revenu. Mais à l'époque de Dawn of War, Dark Crusade, des Nécrons, il y avait des parias et ils ont disparu, c'est ça? Même en figurine, fait une armée Nécron et je me souviens de ça. Alors, les Nécrons sont divisés vraiment en plusieurs dynasties, donc c'est largement possible qu'il y ait des dynasties qui s'affrontent entre elles. Les protocoles de commandement qui les liaient toutes ensemble sous l'autorité du roi silencieux ont été levés par celui-ci lorsqu'il les a placés dans le grand sommeil il y a à peu près 50 millions d'années. Voire peut-être 60, je n'ai plus exactement les détails. Donc c'est largement possible qu'il y ait des parias parmi les Nécrons. Et d'ailleurs, les dépeceurs, par exemple, sont des Nécrons qui sont considérés comme des parias parce qu'ils sont jetés de côté à cause d'un virus qui les pousse à déchiqueter toute la chair. Ah d'accord, les parias sont des unités spécifiques. D'accord, ok, je ne savais pas. Ok, ben on va pouvoir passer à la partie unboxing. Donc je vais peut-être voir avec Chris quel angle est le meilleur. Il vous passera sur l'angle où on voit le mieux ce qui va se passer. Donc voici la boîte qu'on va ouvrir. Donc c'est l'abonnement de Salvat de Warhammer. Donc dedans on va trouver du Tyrannide et du Space Marines. Peut-être pas les deux, mais c'est l'un ou l'autre. Ah, le Paria, c'est la V4, d'accord, ok. Donc, ouais, cet angle me paraît mieux. Ok, on va partir là-dessus. Je sors mes outils. Alors, où est-ce que c'est? Là. Attention. Allez, c'est parti. Alors, que contient cette boîte? Alors ici, on a du Tyrannide, plus de Tyrannide, et encore plus de Tyrannide. Donc cette fois-ci, c'est exclusivement du Tyrannide et quelques outils. J'enlève la boîte et je vous les montre. Donc ici, on a quelques barb guns, il me semble. Ici, ce sont des Tarmagons.
Et ici aussi. On va déballer tout ça. Alors, dans l'ordre, donc 6, 7 et 8. Et pour ce faire, on va utiliser même les outils qu'ils fournissent avec. Donc cet abonnement a l'air d'être vraiment idéal pour commencer parce qu'ils fournissent les outils, même s'ils les fournissent un peu tard. C'est déjà le troisième. Alors cet abonnement, je l'ai pris sur le site de Salvat directement. Mais il est peut-être aussi disponible en kiosque, ça je ne sais pas. Alors ici on a une pince citadelle et bien sûr un ébarboir. Justement, j'avais besoin d'une nouvelle pince, donc c'est parfait. Alors, je recapuchonne mon cutter, on évite de se blesser. Et on va commencer par ouvrir celui-là. Vous verrez mieux une fois que j'aurai retiré le plastique. Romain demande si elles seront prêtes pour samedi à 18 h. T'inquiète pas, je ne compte pas que sur ces figurines-là, j'en ai d'autres prévues. Alors, comme je suis en Espagne, c'est en espagnol, mais ce sont bien les Barbgones. Donc ici, on voit les instructions de montage, avec une explication de où couper, où emboîter. Et ces figurines-là n'ont pas besoin de colle, donc on va le faire sans colle. Après, en général, je repasse une couche de colle par-dessus pour faciliter un peu l'adhésion. Oui, c'est pas un cutter, c'est un scalpel. Oui, d'accord, je sais. Bon. Je vais baisser un peu le... On voit mieux les couleurs. Ok. Donc Chris va baisser un peu pour qu'on voit mieux les couleurs. Est-ce que c'est mieux comme ça? On dirait, ouais. Donc il y a aussi les conseils de peinture, donc les couches à appliquer. Pour avoir une peinture vraiment simple. Donc si vous voulez faire des parties rapidement, vous pouvez vraiment le peindre en quelques étapes, histoire d'avoir juste les couleurs emblématiques de prévu. Et vous n'êtes pas obligé d'entrer dans tous les détails. Donc ici, il y a plus d'informations. Oh mince, ça a collé un peu ici. Donc il y a plus d'informations sur le lore, sur les premières guerres tyrannides, sur les flottes Léviathan, Behemoth et Kraken. Et il y a les datasheets, donc c'est vraiment pas mal. Et ici, il y a des exemples qui expliquent comment se servir de ces unités. Donc c'est vraiment sympa comme formule parce que ça permet d'apprendre petit à petit, même si je trouve qu'ils mettent que de commencer à recevoir ces outils seulement à la 3 ou 4e livraison, c'est un peu tard. Donc ici, ils expliquent comment diviser les attaques correctement et bref, c'est des choses intéressantes. Donc voilà. On va déballer le reste. Donc ici, on voit que ce sont les grilles sur lesquelles sont les figurines. Donc on en montrera peut-être quelques-unes, mais on ne va pas faire que ça. Après, on a de la peinture à faire. Alors, je vais vous montrer directement. Vous verrez mieux sans l'emballage. Voilà. Et oui, pour les prochains, je vous le montrerai directement. Donc là, vous voyez, c'est quand même, ils sont quand même assez détaillés.
Donc maintenant le 7e, qui est techniquement notre 2e à nous. Voilà, on arrache tout ça. Et il file une réglette avec, c'est parfait. Greg pourra me la prendre aussi et avoir toutes les réglettes de son côté. Donc ici, ce sont des Thermagons. Donc je vais mettre voilà, la mise au point. Ils sont vraiment stylés. Vraiment, la sculpture des figurines est impeccable. Et là, le livre. Ouais, on va rechanger les couleurs parce que c'est un peu sombre. Pour le livre, il faut que ce soit sombre, mais pour les objets, il vaut mieux que ce soit un peu plus éclairé. Ouais. Donc si je montre comme ça, ok, et pour les figurines, ça donne quoi? Oh bah c'est parfait là. Oui, là on voit mieux. Ok. Tu peux approcher encore un peu. Ouais. Donc là, vous devriez beaucoup mieux voir. On n'utilise pas de mètre pour l'instant, nos tables ne sont pas assez longues pour en avoir besoin, mais à un moment, il va falloir y passer. Donc là, vous voyez, il y a les instructions de montage. Donc toujours, on peut le monter sans colle. Donc un petit, quelques informations sur les anges de la mort, donc les anges de l'empereur, les Space Marines, sur l'esprit de la ruche, sur les tactiques employées par les Space Marines. Et bien sûr, un peu plus de détails sur les tyrannides ici. Donc ici, c'est un tyran de la ruche. Là, on voit les monstres qui composent l'armée tyrannide. Et ici, ils expliquent les règles et les mesures. Donc c'est vraiment parfait pour les débutants. Vraiment, ce kit, c'est vraiment assez cool. Surtout que maintenant qu'il y a il y en a plusieurs qui sont sortis, si vous commencez l'abonnement maintenant, vous devriez tout avoir d'un coup. Donc ça va faciliter. Donc là, il y a bien sûr les scénarios qui vous expliquent comment ça fonctionne, etc. Hop, on ferme ça et on passe au 3e. Non, CRT Servais, il ne faut pas avoir de compétences spéciales en peinture. Les instructions sont avec dans cet abonnement. Et sinon, tu peux vraiment apprendre à peindre très très facilement. Sur Internet, il y a des vidéos. Et d'ailleurs, tu pourras même, on va même peindre une figurine juste après. Donc, tu pourras voir que c'est assez simple, mine de rien. Même si moi, je commence à avoir un peu d'expérience là-dedans. Un débutant ne devrait pas avoir de problème pour peindre des figurines Warhammer, surtout des tyrannides et des Space Marines qui sont quand même assez faciles à peindre. Alors, on déballe le dernier, c'est à nouveau des Thermagons. Donc, vous voyez, petite saloperie avec leur flingue là. Ah, on voit beaucoup mieux comme ça, vraiment c'est mieux. Et toutes les bases, bien sûr, ici, pour pouvoir les monter. Donc là, normalement, au total, on devrait avoir 10 Thermagons, donc une unité complète pour pouvoir se battre. Donc voilà. CRT Servais, ici, justement, tu vois comment on peut peindre. Donc on commence par une couleur, on peint toute la figurine avec, et ensuite on met quelques accents dessus, avec d'autres couleurs sur la carapace par exemple. Vraiment, c'est assez rudimentaire. Et pour pouvoir jouer et même commencer, tu n'as pas besoin de faire beaucoup plus. Après, bien sûr, tu peux rajouter des détails si tu as envie. Donc ici, ça explique un peu certaines parties du lore. Donc ici, le Munitorium, donc c'est le département de la logistique impériale.
Là, ça parle de la Seconde Guerre tyrannide. Donc là, mon exemplaire est en espagnol parce que je suis en Espagne et que c'était plus facile pour me faire livrer. Et là, ça explique la stratégie des tyrannides, l'invasion, le surnombre et la consommation du monde. Ici, ça explique comment gérer les charges. Là, tu as les informations de la figurine, donc les déplacements, la puissance et tout ça. Donc c'est vraiment sympathique pour apprendre, je trouve, cet abonnement. Alors, Romain, oui, on va faire du live construction de plateau, mais pas cette fois-ci, parce que pour l'instant, on fait un test. Ce live nous sert un peu de test pour voir comment est-ce qu'on peut animer un live de peinture et tout ça. Donc, c'est un live de création de plateau, ce serait un poil plus compliqué, il faudrait un peu plus de matos et de place, mais c'est prévu, ouais, si on y arrive. Donc, je vais prendre cet exemplaire-là et je vais monter, on va monter quelques thermagones, et ensuite on passera à la partie peinture. Je peux vous montrer peut-être la figurine qu'on peindra tout à l'heure. Donc là, voici. Donc c'est... Donc alors, c'est un Tyrannide Prime. Donc c'est un chef, un peu comme le garde royal. Donc il est très fort au corps à corps et il vole bien sûr. Et je lui ai fait une petite base un peu stylée. Donc on va peindre ça tous ensemble juste après. Je le pose ici. Voilà. Donc là c'est le tuto peinture. Je vais reprendre l'autre exemplaire. Alors, les Warhammer qui sont super chers, c'est parce que les peintures dessus sont super détaillées, c'est ça? Alors, en général, Warhammer, c'est un hobby qui est un peu cher quand même. Mais quand tu vois une une figurine à 130 euros, c'est parce que c'est une grosse figurine mais elles ne sont pas peintes. Par contre, sur Internet, tu peux trouver des gens qui vendent leurs figurines peintes, et là, bien sûr, les prix sont extrêmement chers, bien sûr. Après, tu peux aussi retrouver des gens qui en vendent sur eBay pour moins cher, mais la qualité de la peinture sera bien sûr moindre. Alors, The Silent King, j'utilise une bombe de primer là en fonction des besoins, j'utilise des couleurs différentes. Donc ici, j'ai utilisé du noir et j'ai fait un zénithal, donc j'ai pchité verticalement avec du gris. Donc j'utilise principalement du aéro. Mais par exemple, pour des figurines rouges, j'aurais fait tout noir et puis un zénithal rouge. Et j'ai un aérographe, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser parce qu'il faut que j'apprenne à l'utiliser et c'est un peu. C'est pas que je fais traîner, mais je redoute un peu ce moment parce que je sais qu'il va me falloir du temps pour apprendre à le faire, mais je pourrais par exemple l'essayer avec vous en live si besoin. Donc pour l'instant, je fais au pinceau principalement. Alors, est-ce que ça existe des figurines de plus de 30 cm? Alors, 30 cm, ça fait quoi 30 cm? C'est à peu près comme ça? Ouais, à peu près. 30 cm, oui, ça doit... Oui, ça existe. Il y a même des figurines de ce qui s'appelait à l'époque Forge World, qui était là beaucoup plus cher. Ça fait 30 cm, ça, à peu près? Non, c'est moins, mais... Ouais. Bah, là, ça, par exemple, c'est une figurine de Necron. Voilà, qui fait moins de 30 cm, mais c'est quand même déjà impressionnant. Mais
Alors. Donc vous le voyez, il est vraiment pas mal celui-là. Donc il est bien articulé et tout, et celui-là était déjà peint. T'en as qui sont vendus gris directement. Donc et il est assez flexible pour un écran quand même. Là, il peut faire des échauffements. Hop. Et bref, il existe bel et bien des figurines de même plus de 30 cm, je crois, de ce qu'on appelait avant Forge World. Donc c'est des figurines qui sont pas en plastique, donc, mais en résine. Elles sont beaucoup plus chères, beaucoup plus rares. Et on ne peut pas les coller de la même façon, puisqu'elles elles ne sont pas en plastique, donc la colle plastique habituelle ne fonctionne pas dessus. CRT Cervez qui dit « Je trouve ça génial que vous mettiez en avant les jeux de plateau à l'ancienne. Franchement, l'époque des jeux de plateau, c'était la meilleure. » Bah, ouais, c'est vraiment cool. Et surtout, c'est un hobby qui est assez créatif parce que c'est à la fois un jeu de plateau, à la fois ça demande de la minutie et une certaine dose d'artisanat. Dans la peinture, tu peux vraiment évoluer et devenir très bon. Et il y a même des gens qui ne font qu'acheter les figurines et les peindre, qui ne jouent pas du tout juste parce qu'ils aiment ça et qu'ils les trouvent stylés. Tu as d'autres gens qui jouent avec les figurines grises, ils en ont rien à foutre. Vraiment, il y a plein de manières de jouer à ce jeu et c'est vraiment, chacun peut y trouver son compte. Vraiment, c'est pour ça que ça me plaît autant. On va pouvoir commencer à monter tout ça. Alors, on va monter quelques thermagones, peut-être un ou deux, et ensuite on passera à la peinture parce que j'ai hâte de peindre ce bébé. Alors, morceaux 1 et 2, il faut les trouver. Alors, il y a aussi un côté un peu puzzle là, c'est qu'il faut trouver où sont les morceaux. Donc ici, le 1. Voilà. Je vais pousser ça pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, ici. Voilà, les couleurs sont un peu moins flashées. Donc avec la pince, je coupe. Alors attention, les pinces en général, elles ont pas les deux côtés de la même façon. Donc ici c'est un côté creux et ici c'est un côté droit. Donc en général, vous voulez mettre le côté droit le long de la figurine pour avoir une coupe nette, parce que sinon ça risque de laisser un morceau. Donc alors, où est-ce qu'il est? Là. Donc on coupe le plus proche possible sans pour autant couper des morceaux. Hop. Donc en théorie, ces figurines-là, il n'y a pas besoin de colle. Donc je ne vais pas les coller pour l'instant. Je les collerai peut-être plus tard si je veux les utiliser sur le plateau, quand on fera des lives, ou des parties en différé. Alors, Gypsy Fab qui dit « J'ai peint mes 3 premiers Space Marines du kit de démarrage. Il faut s'armer de patience, mais c'est vraiment cool et satisfaisant. Vous m'avez donné envie de m'y mettre. Merci à l'équipe Ganamax. » Bah, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis, parce que c'est un peu ce qu'on veut, c'est donner envie aux gens de se donner avec cette créativité, quoi. C'est vraiment une activité qui est stimulante, en fait, je trouve. En fait, c'est une activité que j'avais jamais fait dans ma vie avant de commencer Warhammer, de monter des figurines et de les peindre. Franchement, j'avais déjà vu des gens qui peignaient des figurines, mais je m'étais jamais dit que c'était un truc que je pourrais faire. Et franchement, de m'y mettre, c'est vraiment un déclic et c'est hyper reposant en fait, en quelque sorte, et enrichissant, je trouve, comme expérience, parce que je suis dessinateur et du coup j'ai une certaine fibre artistique qui me donne envie de me donner, d'essayer des nouvelles choses d'un point de vue artistique. Et ça a vraiment... c'était vraiment quelque chose de tout à fait inédit et qui ne ressemblait à rien d'autre de ce que j'avais fait en fait. Donc on coupe le deuxième morceau, donc là c'est un bras et une jambe attachés ensemble. Donc faire attention, parfois il y a des jonctions un peu petites comme ça, donc faire attention. Et oui, il faut faire 2 fois attention. Hop, on coupe le sabot et on va pouvoir commencer à l'emboîter. Donc vous pouvez bien sûr ébarber les endroits où vous avez coupé, afin de lisser un peu s'il reste des morceaux.
C'est pas obligé d'être parfait, hein. Franchement, avec un coup de peinture, ça se voit même pas la plupart du temps, mais je préfère être sûr qu'il n'y ait pas d'excroissance un peu bizarre. Donc, on racle doucement avec le côté, là. Et ensuite, on le fait dans l'autre sens pour s'assurer que ce soit bien lisse des deux côtés. C'est vrai que les grappes ne sont pas forcément un idéal de rangement. Oui, oui, c'est vrai, ça. Les grappes sont assez souvent un peu aléatoires. Donc là, hop, les deux morceaux s'emboîtent, c'est facile. Donc ça, ce sont les kits de démarrage des factions, en général, enfin, depuis quelque temps, ils sont vraiment assez... hop, je vous le montre. Ils sont vraiment assez simples à assembler et ils peuvent juste s'emboîter. Ceux-là tiennent mieux que les Nécrons. Les Nécrons, comme ils avaient des membres fins, c'était un peu difficile pour que ça tienne. Et j'ai l'impression qu'ils font de plus en plus de kits comme ça. Donc c'est vraiment une alternative à la colle qui peut être pas mal. Sachant que la colle, c'est compliqué à utiliser et parfois ça sent très mauvais. Donc il faut l'utiliser dans un endroit assez aéré quand même. Alors le bras en numéro 3 ici. Hop, on coupe. Satisfaisant quand même quand ça claque. Mais la plupart du temps, ça ne claque pas. Hélas. Alors ici, j'ai un bout un peu plus gros ouais, qui reste, mais ça part. Ok, c'est bon. Faire attention de ne pas le faire trop fort parce que sinon on risque d'effacer les détails de la figurine, évidemment. Et hop, on l'assemble. Donc ici, hop, on le glisse. Voilà. Voilà, le placer comme ça. On l'aligne, voilà. Je le mets au point. Voilà. Alors, et vous avez un site recommandé pour les acheter? Alors, pour acheter les figurines, il y a beaucoup de sites qui sont disponibles. Achète pas forcément directement sur le site de Warhammer, parce que là, c'est parfois un peu plus cher que nécessaire. Mais il y a beaucoup de vendeurs qui... il y a beaucoup de vendeurs qui les proposent à des prix moindres. Et surtout, si tu n'as pas beaucoup d'argent, ce que tu peux faire, c'est chercher sur eBay ou sur Le Bon Coin. Tu as parfois de très bonnes offres de gens qui revendent les leurs, les kits qu'ils n'ont pas utilisés, ou des figurines qu'ils ont montées ou pas complètement montées, ou même parfois des morceaux de figurines. Donc ça peut être intéressant. Et pour ce qui est de la peinture, eh ben, on va essayer de voir, de mettre en place quelque chose dans les mois qui viennent. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Alors cette semaine, j'irai sur Toulouse me prendre des kits, ça me donne envie. Je mettrai une photo, nous dit Romain Heuillet. Alors oui, justement, on a un Discord pour ça, vous pouvez discuter entre vous, avec nous, et même y partager les photos de vos figurines, que vous soyez débutant ou un pro de la figurine. Franchement, ça nous fait toujours plaisir de voir un peu vos œuvres, c'est toujours amusant. Donc il y a le lien du Discord dans le chat. Donc n'hésitez pas. Il y a un salon spécialisé miniature et armée, ou je crois qu'il s'appelle comme ça, dans lequel vous pouvez justement poster vos miniatures pour qu'on les voit. Et pour l'instant, on a vu vraiment pas mal de choses sympas. Donc ça peut être vraiment, vraiment cool. Allez, on continue. Le 4, donc ça c'est l'arme. Et il va être fini en fait. Ce Termagant va être fini. Alors, on ébarbe un peu. Alors, il faut savoir que les tyrannides, leurs armes aussi font en quelque sorte partie de leur corps. Ce sont aussi des êtres vivants et la plupart des projectiles tirés sont vivants eux aussi. Donc, il arrive parfois qu'ils tirent des projectiles explosifs vivants, voire parasitaires, tout à fait répugnants. On emboîte bien, voilà, et n'est-il pas terrifiant?
Donc j'attends que la caméra change. Voilà. Ensuite, alors, il nous faut un socle. Donc ici, c'est un socle de 28 mm. Donc c'est le diamètre des socles. Donc 28 mm, c'est les petits comme ça. Hop, et on l'emboîte dedans directement. Et voilà, la figurine est prête. Et alors, on peut tout à fait jouer avec une... On peut tout à fait jouer avec une figurine comme ça, hein. Pas besoin de spécialement la peindre. Si ce qui vous intéresse, ce sont les figurines, vous pouvez juste les assembler et jouer avec comme ça, sans aucun problème. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus fun c'est beaucoup plus fun de jouer avec des figurines qu'on peint, même si le risque, c'est, et là je vais parler directement à la caméra frontale, le risque quand on peint les figurines, c'est vraiment de se retrouver avec quelqu'un qui t'élimine ta super figurine que tu as passé des heures et des heures à peindre au premier tour sans qu'elle n'ait pu agir sur le champ de bataille. Et ça, parfois, c'est vraiment les boules. Alors, est-ce que vous voulez qu'on en montre d'autres ou est-ce qu'on passe à la peinture? Il est déjà midi 20, ça fait à peu près 1 heure déjà qu'on est en live. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous préférez. Ok Damien Barbance, je regarderai, mais je crois que je t'ai répondu, mais si je suis pas sûr. Ouais, alors celui-là on peut pas le peindre parce qu'il faudrait que je le spray avec un primer, donc avec une sous-couche. Et le problème, c'est que je préfère faire ça en extérieur parce que ça sent vraiment très fort et c'est très mauvais de respirer de l'aérosol comme ça. Donc je vais plutôt peindre une figurine que j'avais prévue à l'avance. Et en fait, on fera ça à chaque live. C'est-à-dire qu'il y aura des figurines qui seront prévues, des figurines peut-être à monter ensemble, ou peut-être pas en fonction des acquisitions. Oui, je parle bien sûr de mon vaisseau. Mon vaisseau n'est pas forcément très bien aéré, donc je préfère éviter qu'il sente l'aérosol. Alors, il y en a qui sont chauds de voir de la peinture, donc je pense qu'on va passer à ça, parce qu'on a vu un peu comment ça fonctionne le montage, et que ça va être assez long, donc autant réserver ça pour une autre fois. Alors pour l'instant, est-ce que le live, on peut peut-être faire un petit sondage, est-ce que le live vous intéresse pour l'instant? Est-ce que vous trouvez ce concept cool, le temps que je prépare tout? Alors, on va rassembler par contre les grilles, parce que sinon on va se retrouver avec des trucs partout qui traînent, et on va les perdre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lors d'une partie d'entraînement avec Greg, j'ai perdu un écran et je ne sais pas, un guerrier Nécron, et je ne sais vraiment pas où il a totalement disparu. Donc depuis, j'essaie de faire attention où je mets mes figurines. J'ai été obligé de racheter une boîte de guerriers Nécron parce que sinon je me retrouvais avec 19 guerriers Nécron. Alors avec 19 guerriers Nécron, tu fais quoi? Tu peux les jouer comme s'ils étaient 20, mais tu te retrouves avec une pénalité quelque part. Donc j'en ai racheté, rien que pour ça. Donc faites attention où vous laissez vos figurines, sachant qu'elles ont l'air comme ça, tu te dis, tu vas pas perdre ça. Mais franchement, ça se perd super facilement, ces billets de saloperie. Si ça tombe sous un meuble ou quoi, on n'a jamais su ce qu'a été devenu cette figurine d'ailleurs. Ah oui, Damien Varlance. Ouais, bah, franchement, ton garde royal version glace, j'y ai répondu et il est vraiment incroyable. Je trouve franchement, je suis jaloux même parce que là, franchement, pour une première figurine, c'est vraiment incroyable avec une peinture fluorescente et tout. C'était vraiment génial. Bravo.
Est-ce qu'il y a un problème avec le micro ou est-ce que vous plaisantez? Ça dit il est dans le warp. Donc je ne sais pas si c'est à cause du micro ou à cause d'autre chose. Bon, je vais continuer à préparer en tout cas. Donc mon pot d'eau. Donc on peut voir là qu'il a déjà pas mal servi quand même. Il a une bonne couche de croûte de peinture. Alors mes pinceaux, il faudra que j'en rachète d'autres bientôt d'ailleurs parce que là, ça commence à être compliqué. J'ai plein de pinceaux et ils ont tous une sale gueule. Donc ici, c'est ma palette. Donc je vais plutôt la placer de ce côté-là. Donc je vais vous faire aussi vite fait un tuto sur comment faire une palette humide parce que ça peut être très intéressant pour certains qui n'utilisent pas forcément les peintures officielles de Citadel, qui sont les peintures de Warhammer. Donc ça peut être intéressant si vous préférez utiliser d'autres marques ou quoi. Donc celui-ci a été très mal lavé. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser ce pinceau. Alors dans le sondage, est-ce que ce format vous plaît? Bah, ça a l'air unanime, hein. Il y a 64% de oui et 36% de oui. Ok. Ah oui, Lady, tu parlais du Nécron perdu. Ok, merci. Allez, hop. Bah, je pense que je peux me contenter d'un seul pinceau. Il est assez fin et assez décoiffé. Pourquoi il est décoiffé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon pinceau? Bon, peu importe. Peut-être bientôt une expédition pour aller en chercher d'autres, hein. Alors, j'ai une recette pour faire les tyrannides qui est que j'ai utilisée pour une bonne partie de mon armée. Bien sûr, comme ça fait un bon moment déjà que j'ai des tyrannides depuis qu'on a ouvert la boîte Léviathan, j'ai mis au point une recette que j'arrive pas toujours à respecter. D'ailleurs, il faudra vraiment que je note quelle peinture j'utilise pour avoir toujours à peu près le même résultat. Donc alors, on a ce rouge-là. Alors, je cherche, hein. Laissez-moi le temps. Ce orange et ce jaune. Pour certains détails, il me faut ce violet. Peut-être du blanc. Même si ça, je ne suis pas sûr de l'utiliser. Captain Pirate qui peint ses thermagontes à l'instant. Oui, ça fait quand même. Oui, c'est vrai que ça fait pas mal de petites saloperies à peindre. C'est vraiment. Il y en a vraiment beaucoup. Ah, alors là, c'est l'éternel dilemme. C'est que un coup j'utilise ce violet-là, un coup j'utilise celui-là. Donc, ce sont tous les deux des bleus apparemment en plus. Donc, d'après l'étiquette. Et donc mes tyrannides ont parfois pas exactement les mêmes teintes de violet sur la carapace, mais c'est pas grave. Donc, je continue à fouiller. Ah oui, bien sûr. L'indispensable. Merde, non, je ne l'ai pas. Bon, je continue à chercher, les gars. J'en ai plein et c'est tout rangé au même endroit, donc voilà. Ça devrait le faire avec celui-là. Il m'en manque plus qu'un. Est-ce que je ne l'aurais pas laissé ailleurs? Non, le voilà. Parfait. Et une touche de lavis aussi. Un peu de lavis. Voilà, celui-là, il y en a encore. Il faudra vraiment que je fasse le tri là-dedans. Ok, on va pouvoir commencer la peinture. Je pousse ça. Et je vais même mettre ça ailleurs pour avoir plus de place pour bouger les bras. Voilà. Alors, on va bouger un peu ça. Oh, le Nécron est tombé. Non. Hop. Voilà, je rapproche un peu ça. Donc là, sur le plan général, vous allez peut-être me voir avec un monosourcil lampe, mais c'est pas grave, on remet le Nécron. Puisque là, on va vraiment être de près pour voir les détails. Donc là, on a un peu de mal à le distinguer. Ah si, ici c'est beaucoup mieux. Ok, il faut vraiment que je me mette sous la lampe. Je vais mettre la palette ici. Ah oui, alors,
avec des pots de peinture comme ça, la différence principale par rapport aux pots de peinture officiels de Games Workshop comme ça, c'est qu'il faut les verser en fait. Il faut les verser quelque part, on ne peut pas piocher directement dedans. Et donc pour ça, il faut une palette en général. Et les palettes, le problème c'est que la peinture sèche, donc on peut faire une palette humide, donc, comme vous voyez ici. Donc là c'est vachement... J'avais beaucoup zoomé sur la figurine, je vais te remettre en plus grand plan. Ok. Donc on va avoir un plus grand plan pour pouvoir voir un peu la palette, que je vous la montre. Donc c'est très facile à faire, elles sont disponibles aussi sur le commerce, ces palettes. Mais il y a moyen de s'en faire soi-même avec, très facilement avec un Tupperware. Donc moi ma technique c'est, vous prenez un Tupperware, vous découpez plusieurs couches de sopalin, genre 5-6 couches, que vous imbibez d'eau, vous essorez pour qu'il n'y en ait pas trop quand même, et par-dessus vous déposez une feuille de papier sulfurisé, donc l'humidité en fait va traverser la feuille, va passer du sopalin à la feuille de papier sulfurisé et rentrer dans la peinture, et ça va permettre de la garder fraîche. En fait, elle va sécher beaucoup moins vite. Moi, il m'est déjà arrivé de ne pas peindre pendant une semaine, et quand je rouvre ma palette, je me retrouve avec ma peinture qui est encore en partie utilisable. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Ok, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer 2 fois, oui, je commence 2 fois. Alors j'aime bien d'abord faire la chair des tyrannides en rouge. En rouge sombre en général. Je n'ai pas pris mon noir. Donc hop, on met du rouge ici. Je fouille. Et voilà, du noir. Parfait. Donc vraiment un tout petit peu de noir. Je le mets à côté comme ça. Et puis je vais un peu mélanger les deux au pif jusqu'à obtenir la couleur que je veux. Donc vraiment, là, je veux assez peu de noir. En fait. Vraiment un rouge un peu plus sombre, mais pas trop non plus. Voilà, ça devrait aller comme ça. Voilà, une teinte un peu... Et je vais vraiment faire toutes les parties de chair du tyrannide. Donc les bras, le visage, les ailes. Et en fait, on va faire couche après couche de plus en plus clair. Pour faire ressortir sa peau et sa viande. Hein. Voilà. On n'hésite pas à remettre un peu d'eau pour fluidifier un peu la peinture aussi. C'est l'une des erreurs principales que font les débutants, je pense. En tout cas, que moi j'ai commis un peu au début, c'est de ne pas assez diluer la peinture. De peur qu'elle soit liquide, et en fait, il faut juste prendre le coup de main pour la rendre assez liquide pour pouvoir l'utiliser convenablement et ne pas avoir de grosses couches qui masquent les détails. Alors l'intérêt aussi de faire une pré-couche en noir, c'est qu'on se retrouve avec une couleur qui masque les imperfections. Par exemple, les creux les plus difficiles à atteindre, s'ils sont en noir, c'est pas très grave, parce que de toute façon, c'est les creux qui recevront le moins de lumière. Voilà, hop, le petit coude là, hop, voilà, comme ça. Je vais bloquer le focus. Ouais. Est-ce que je peux faire des zooms? Là, c'est net, là? Non. Non, ça a toujours l'air un peu flou. Ça a l'air encore un peu flou. Là, c'est plus flou. Là c'est net, on dirait. Ouais, là, c'est net. Ouais, ça devrait être mieux à l'image. On va rester à cette distance-là, parce que du coup, moi, je fais un zoom numérique. Ok.
Donc c'est un tyrannide prime, celui-là. C'est un chef. Et comme vous pouvez le voir à ses grandes ailes, il peut voler. Et je crois qu'il a comme mot-clé frappe en profondeur aussi. Hop. Si vous voulez lui donner un nom pour le live, on peut, mais faut faire un super chat. Pour l'instant, il s'appelle Tyrannide. Et oui, Romain. Donc là, on a fait les bras. Donc je vais vous montrer vite fait le reste du processus et puis et puis ensuite on fera le reste. Mais là, j'ai bien envie de vous montrer comment je fais pour la couleur. Donc là, j'utilise une couleur plus chère, hop, que je rajoute à ma palette. Et en fait, à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... celui-là est un peu trop épais, je vais en prendre un autre. Où est-ce qu'il est, Je reprends ma grosse boîte de peinture. Même un coffre de peinture, là, carrément. On fouille. Ah, voilà. Celui-là. Je sais même pas ce que c'est comme marque, mais... celui-là est assez liquide pour couler, au moins. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange un peu des deux couleurs, juste assez pour éclaircir le rouge. Et on va le mettre sur les zones les plus visibles. Donc là, hop, voilà, l'épaule, le biceps. Enfin, est-ce que c'est un biceps? Sans doute, mais un biceps de tyrannide. Donc ça fait une couleur beaucoup plus vive. Et on n'en met pas partout. On le fait surtout sur les parties qui sont les plus exposées à la lumière. Donc les plus exposées en haut, en fait. Afin de faire ressortir vraiment les détails des muscles de la bête. Là, j'ai oublié de repasser un coup de rouge. J'étais sur mon rouge sombre et je suis passé direct à un rose. Donc je vais mettre un coup entre les deux. Donc, vous pouvez faire ça aussi quand votre peinture est encore humide. Vous pouvez mélanger une autre couleur et profiter de l'humidité en fait pour bien les mixer. Donc ça fait vraiment ça permet de faire des dégradés plus facilement. Bien sûr, il faut ensuite attendre que ça sèche pour voir vraiment les résultats et savoir où est-ce qu'il faut remettre un peu de peinture et où est-ce que c'est bon. Donc là, on va attendre que ça sèche en faisant un peu d'autres parties du corps en rouge. Donc la tête, hop. Ouh, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau sur mon pinceau là. La peinture est très liquide, c'est pas grave, je repasserai une couche après.
Si votre peinture est trop liquide, c'est vraiment pas grave, hein. Il suffit d'attendre que ça sèche ou d'absorber un peu du liquide et de repasser une couche juste après. C'est mieux que de mettre des gros coups de peinture bien épaisse qui se retrouvent après à être quasiment impossible à rattraper. Salut Carbagnon Tolodine. Je vais quand même prendre un plus grand pinceau parce que ça va vraiment mettre longtemps à faire avec le petit pinceau. C'est vraiment un pinceau fait pour les détails celui-là. Donc, je le nettoie et je vais en piocher un autre. Alors est-ce que j'en ai un autre qui est encore un vrai pinceau? Oui, celui-ci. Donc voilà, il est beaucoup plus gros, ça va aller beaucoup plus vite pour faire les couches de base. Hop, voilà. Donc pour toute la surface des ailes et tout, c'est... voilà, ça change tout quand même. Hop. Donc là, il n'est pas question d'être minutieux, il y a certains détails qui seront faits d'autres couleurs après, mais c'est pas grave, on repassera par-dessus. C'est aussi l'intérêt d'avoir des peintures assez diluées, c'est qu'on peut revenir par-dessus après. Si on a une peinture très épaisse, au bout d'un moment, ça fait très vite une croûte qui peut être assez... qui peut rendre la peinture assez compliquée. Et si vous avez mis une trop grosse couche de peinture, vous pouvez aussi tremper votre pinceau et revenir dessus après sans aucun problème. Hop. Voilà, on a fait toute l'aile là déjà, en tout cas la base de l'aile. Il faut faire en dessous maintenant. Donc ici pour l'intérieur, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Non, le focus est verrouillé. Mais en fait, l'intérieur de l'aile est rempli de... Voilà, là, on le voit là, ici. Il y a vraiment beaucoup de plis. Et comme c'est à l'intérieur, c'est difficile d'accès, c'est en dessous. Donc ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu plus, c'est charger un peu plus mon pinceau d'eau pour pouvoir faire couler en fait la peinture dedans, dans tous les creux, assez facilement. Hop, voilà. Voilà. On va continuer à faire les détails du bras pour que je vous montre un peu la suite de la technique. Ça a séché maintenant. Donc on reprend l'autre. Voilà. On dilue encore un peu le rouge et le beige. Un peu plus, voilà. Hop. Voilà. Le but, c'est vraiment de faire des strates de couleurs de plus en plus claires. Oh merde, je suis en train de mettre mes doigts dans la peinture. De l'autre côté. Et en fait, on recouvre de moins en moins de surface pour vraiment faire juste
Petit à petit, vraiment, jusqu'à ce qu'on n'éclaircisse plus que les arêtes les plus lumineuses. Voilà. On va relaisser sécher. Et on va continuer le reste pendant ce temps-là. C'est vraiment un travail de patience, cette technique, mais j'adore la faire pour les tyrannides. Bon, celui-ci est un peu gros, donc c'est un peu plus long. Après, c'est pas le plus gros tyrannide que j'ai fait. Je dis ça, je dis rien. On va remettre un peu de rouge dans la palette. J'en avais vraiment pas mis beaucoup. Voilà. Ah, merci, c'est Silent King qui dit si vous souhaitez conserver plus longtemps vos pinceaux, je conseille l'utilisation de brush cleaner et de brush repair gel. Ok, bah je vais regarder. N'hésite pas à partager le lien dans Discord si tu l'as, parce que ça peut vraiment être assez intéressant. Parce que j'ai un petit problème de conservation de mes pinceaux. C'est aussi parce que je les lave pas assez, hein. On va pas se mentir, c'est pas que c'est pas que un problème du matériel, c'est un problème de l'utilisateur aussi. Après, j'utilise des pinceaux synthétiques justement parce qu'ils sont moins chers et on peut en changer souvent parce que je ne pense pas que j'aurai la discipline de les nettoyer correctement à chaque fois. Sachant que parfois je peins vraiment quand j'ai 5 minutes entre entre la poire et le chocolat, comme on dit. Est-ce qu'on dit ça? Je ne suis pas sûr. Là, j'ai vraiment un doute. Est-ce qu'on dit est-ce que ça s'utilise dans ce contexte-là, là, entre la poire et le chocolat? Peu importe. On révolutionne la langue française ici. Voilà, donc là, on a fini l'autre aile normalement, enfin presque. Fini les petits détails. Hop. Heureusement que j'ai pas. Ah non, il nous manque là. Ici. Donc on a presque fini toute la première couche de peau du tyrannide là. Il y a la queue à faire et les pattes arrière et on sera bon. J'ai bien fait de le faire avec un plus gros pinceau parce que sinon on y serait encore. Alors, ça me dit entre la poire et le fromage, c'est possible. C'est possible que ce soit ça la vraie expression. Mais je préfère le chocolat quand même. Ah, quoi qu'un bon fromage? Ouais, mais après de la poire, bon, c'est bizarre. Mais bon. Ah oui, mais oui, l'alcool de... Bien sûr, c'est de l'alcool. Suis-je bête? Ah, quelle naïveté. Évidemment, c'est une expression liée à l'alcool. Comme beaucoup d'expressions françaises au final. Ok, on a presque fini, plus qu'une patte arrière, allez. Hop. Et je vais pouvoir vous donner un premier aperçu de à quoi il ressemble. Ok, donc pour l'instant, il ressemble à ça. Donc, je vais essayer de bien me mettre pour que vous le voyez bien. Voilà, comme ça ici, on voit un peu mieux les couleurs, je pense. Voilà.
Donc ça brille encore parce que c'est humide. Après, c'est le problème aussi d'utiliser de la peinture plus diluée. C'est que plus tu la dilues, plus ça met longtemps à sécher à cause de l'eau qu'il y a dedans. En vrai, c'est rapide le montage et la peinture. Oui, oui, ça prend vraiment pas tant de temps que ça. Il faut juste, à partir du moment où tu sais ce que tu fais, en fait, où tu sais où tu vas, c'est assez rapide. Puis après, il y a l'expérience aussi qui fait que tu vas de plus en plus vite. Hop, on repasse une couche sur le bras. Comme ça, voilà, hop. Ici aussi. Alors, je fais de mon mieux pour ne pas retirer de la peinture avec mes grands doigts sur le reste de la figurine. Petite touche ici. Et sur l'épaule. Voilà, comme ça. Ce bras est pratiquement fini. On va commencer à attaquer peut-être la tête. Ouais, je vais commencer à faire la tête aussi. Alors, il faut que je trouve un moyen de Voilà, comme ça. Comme ça devrait être bon. Vous devriez pouvoir voir ce que je fais. Donc, on commence par mettre un coup de rouge, parce que là, c'est tout en rouge sombre. Petit coup de rouge. Voilà, sur le cou aussi. Merci d'avoir posté les liens sur le Discord. Donc, vraiment, pour ceux que ça intéresse de Warhammer et qui ont envie de discuter, vous pouvez vraiment vous rendre sur le Discord pour nous y retrouver. Et vraiment, il y a plein de gens qui partagent des trucs vraiment très sympas. Ok, on va faire le bras maintenant. Hop, cet autre bras, bien sûr. Voilà. Hop, on repasse une petite couche de rouge peut-être, parce que c'était peut-être pas assez vif. Enfin, après, quand ça sèche, forcément, les couleurs changent un peu. Donc, avant de décider si vous voulez remettre une couche ou quoi, je vous conseille vraiment de... je vous conseille vraiment d'attendre qu'elle soit totalement sèche pour vous rendre compte, parce que souvent, les couleurs changent vraiment radicalement. Alors, il y a... Alors, Romain C qui nous dit « Salut, je suis débutant. Je voulais savoir si le gameplay des taux n'est pas trop répétitif. » Alors, c'est une armée qui est très orientée tir. Donc, il faut aimer les phases de tir. Mais il y a moyen de faire pas mal de choses. Et puis, il y a beaucoup de figurines différentes, beaucoup de types. Il y a plusieurs types de véhicules, plusieurs types d'exosquelettes et d'armures vraiment style méca. Je pense que ça peut être assez cool à jouer. Après, personnellement, je n'ai jamais joué les taux. Mais mon armée Necron, par exemple, avait beaucoup d'unités qui tirent à distance. Et elle n'était pas forcément hyper forte au corps à corps. Donc je pense que ça peut être pas mal. Après, il doit y avoir des match-ups qui sont peut-être un peu frustrants pour un taux, des armées qui peuvent arriver très vite, par exemple. Mais ça, c'est... Il doit y avoir toujours moyen de contrer un peu ces
ces cas de figure, avec des stratagèmes ou avec des unités qui ont des tirs rapides, ce genre de choses. Ok, donc hop. Sur les... techniquement, ça c'est des doigts aussi, hein. C'est ses ailes, et ça, il y a les membranes de ses ailes, mais du coup, techniquement, ça c'est ses doigts. Ça fait comme une main en fait, une aile au final. Là, j'ai envie de tester quelque chose, donc je vais tester utiliser mon grand pinceau et de voilà. Hop. Et vous voyez, comme je le place de manière rasante, en fait, je ne fais que toucher les bords les plus, qui dépassent le plus, sans peindre la totalité. Hop, voilà. Alors, on va pas trop éclaircir le dessous, parce que bah, c'est le dessous, donc c'est la partie la plus à l'ombre. Donc c'est là où on va rajouter le moins de highlights. Et du coup, là, vous voyez, ça a pris beaucoup de volume très facilement. Bon, on va attendre que ça sèche pour bien se rendre compte, mais... Alors, conseilles-tu de peindre les figurines montées ou pièce par pièce et ensuite de les assembler? Ça dépend beaucoup de la complexité de la figurine, parce que par exemple, une figurine simple comme un Space Marine basique, tu peux largement le monter d'un coup et l'assembler ensuite. Mais pour des figurines plus compliquées qui ont des capes, par exemple, ou qui ont des petites têtes, des trucs comme ça peut être intéressant de le peindre séparément. Et sur les plus grosses unités qui ont par exemple les véhicules qui ont des petits personnages euh, dedans, ça peut être intéressant de les peindre avant de finir de l'assembler. Donc ça dépend vraiment de la figurine et de la précision que tu as. Je sais par exemple que pour certains véhicules Orc de Greg, il n'a pas fini de les assembler avant d'avoir commencé à peindre les personnages qui sont dedans. Et pareil pour ma figurine du roi silencieux, j'ai peint le roi silencieux séparément avant de le coller à la figurine. Par contre, il faut faire attention parce que parfois la colle plastique fait un peu fondre, fait un peu couler la peinture, donc il faut faire attention à ça. Hop, le dessus de la queue. Substance blanche dans le bac, c'est quoi? Alors, c'est pas une substance, c'est juste qu'à la lumière, c'est difficile à voir, mais c'est en fait du papier sulfurisé. Donc en fait, je fais une palette qui garde la fraîcheur, donc avec du sopalin que j'imbibe, et par-dessus, je mets du papier sulfurisé, je l'imbibe d'eau, le sopalin. Et du coup, à travers le papier sulfurisé, là, il y a un peu d'eau qui transpire et qui garde mes peintures fraîches. Donc c'est vraiment pas mal. Après, c'est pas une solution parfaite, hein, mais ça peut conserver très longtemps si c'est bien fait. Et c'est pratique, ça évite que ta peinture ne sèche trop vite sur ta palette, surtout quand il commence à faire chaud. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des étés où la peinture, elle, à peine arrivée sur la palette, qu'elle est déjà quasiment sèche. Okay, première couche, deuxième couche du coup, terminée. On va faire encore plus clair maintenant. Voilà. Donc on utilise toujours la même technique pour les ailes, donc voilà. Et j'appuie vraiment très peu, hein. C'est vraiment, je passe vite fait par-dessus pour l'éclaircir, hop. Et je fais de moins en moins en bas, au fur et à mesure aussi, la progression, pour que
vraiment pour que les parties les plus éclaircies soient vraiment sur le dessus. Hop, on continue. L'autre, elle, du coup, maintenant. Hop. Et vraiment, si vous avez des questions comme ça, que vous voulez plus de réponses et que les réponses que je vous propose en live ne vous satisfont pas, vous pouvez toujours aller sur le Discord pour les poser. Il y a des gens qui sont vraiment très calés sur le Discord aussi. Donc ça peut être très intéressant pour avoir plus d'infos sur un sujet et pour discuter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Hop. Le visage maintenant, toujours avec le côté pour vraiment ne toucher que les rebords qui dépassent. Pour l'instant il est très rose, mais j'ai une technique après pour le refaire de couleurs un peu plus chères, parce que je préfère quand même qu'ils aient des couleurs un peu comme une tyrannide et des couleurs un peu plus viande. Parce que là c'est très rose, ça fait presque Slanesh. On va bientôt finir, donc je vais finir cette étape et puis je vais finir ces étapes et puis on va se quitter. Ça fait quoi? Ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est ensemble. Et il faudrait peut-être envisager d'aller manger un bout. Donc encore merci d'avoir regardé. On commence à se dire au revoir. Je regarde un peu les questions du chat. Donc, vous avez des attentes pour le Warhammer Preview Show de l'Adepticon? Alors, ça va être la première Adepticon que je vais vraiment suivre pour voir un peu ce qui se dit et essayer de vous en parler sur la chaîne. Donc, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc, si vous avez déjà suivi d'autres trucs, est-ce que vous savez? Je crois qu'il arrive parfois de faire des révélations de figurines et de trucs comme ça, non? Alors, ils avancent les Black Templars, Chris. Je ne suis pas sûr que Chris jouerait les Black Templars. Ça, c'est vraiment pas une info officielle, pour le coup, Romain. On va voir, on va essayer de lui dégoter une bonne faction à un moment. Mais pour l'instant, il y a déjà beaucoup de travail de son côté. Petit live surprise ce soir pour le peuple. Mais Romain, tu n'en as jamais assez? Non, hélas, ça va pas être possible ce soir. Le prochain live, normalement, c'est samedi à 18h comme d'habitude. Donc, hop, dernière petite couche, comme ça. Et on va se quitter là-dessus dès que j'ai fini d'utiliser la peinture que j'ai mis sur mon pinceau. Donc vous voyez, le résultat est vraiment pas mal. Je vous montre vite fait l'astuce dont je vous parlais. Bien sûr, c'est tout simplement de mettre un petit coup de speed paint par-dessus. Alors pour ceux qui ne savent pas, la speed paint, c'est vraiment juste une peinture que tu peux appliquer en une seule couche normalement et qui te donne une couleur. Il faut juste que je la retrouve. C'est toujours le bazar dans mes peintures.
Et en fait, moi, je m'en sers un peu comme un lavis pour redonner une teinte de chair à mes tyrannides. Et vraiment, je trouve que ça fait le café. Là, voilà. Vraiment, dernière action. On verse un peu de Sweet Paint. Ouf, ça fait un sacré bouchon. On trempe le pinceau dedans et j'en applique. Et vous voyez, ça change immédiatement la teinte. Pour une teinte qui fait beaucoup plus organique. Donc je vais essayer de vous montrer ça à la lumière, même s'il y a des reflets. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence par rapport à juste avant, mais je trouve vraiment que ça change absolument tout. On passe d'un rose vraiment saturé à une couleur qui est beaucoup plus proche de celle de la peau. Bon, bah c'est là-dessus qu'on se laisse. On finira peut-être cette figurine la prochaine fois ou peut-être une autre. Je vais peut-être essayer de la finir pour le live de samedi. Donc, si ce n'est pas celle-là, ce sera une autre, ne vous en faites pas. Et si ce live vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Il y aura la rediffusion, bien sûr. Et on se retrouve sur le Discord pour discuter. Allez, à plus.